Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle chronique d'actualité de Femme à part dans laquelle je vais vous parler de choses positives déjà. Nous allons parler également de violence conjugale avec tout ce qui s'est passé avec le député La France Insoumise, mais nous ne parlerons pas de politique, ne vous inquiétez pas. Nous allons parler aussi de violentomètre et de mesures des violences, de, comment dit-on, d'échelle un petit peu de degrés dans le mal, voir si ça existe ou pas. Et nous parlerons également de plusieurs autres sujets, dont un sujet complètement lunaire sur une tenue jugée provocatrice au lycée. Mais vous allez vite comprendre que tout le débat en fait que ça a créé était vraiment complètement hallucinant. Nous allons parler de tout cela, donc restez bien jusqu'au bout. N'hésitez pas également à regarder, donc en barre d'infos, je vous mettrai les liens vers les articles les plus intéressants, pas forcément tous, mais bon, selon les sujets que j'aborde. Merci à tous pour vos réflexions, vos commentaires, vos analyses sous les vidéos. C'est toujours très enrichissant de vous lire. Je vois aussi que voilà, vous me faites des petits retours sur un peu les rubriques, les partages que je fais. Donc merci beaucoup. Vous aviez bien aimé le partage d'un extrait de livre que je vous avais fait la dernière fois, donc je vous en referai un aujourd'hui vraiment très court, mais pareil, quand je tomberai un petit peu sur des extraits qui me parlent et qui peuvent vous inspirer aussi, je les partagerai en chronique d'actualité désormais. Alors pour commencer avec une très bonne nouvelle, je pense que vous l'avez déjà vu mais je préfère le redire ici au cas où. Anna Gass du blog Apprendre les bonnes manières et de la chaîne YouTube aussi Apprendre les bonnes manières lance sa première collection de vêtements. Donc ça s'appelle Ligne de France. Je vous mets le lien en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Alors je sais pas quand est-ce que moi je vais publier. Je vais publier cette chronique le 5 octobre et donc on se rapprochera de la date puisque la date de sortie est le 13 octobre. Je vous en ai pas parlé plus tôt tout simplement parce que je crois que quand j'ai enregistré ma dernière chronique, c'était pas encore officiel. Bon, moi je suis dans la confidence depuis longtemps, mais c'était pas encore officiel donc j'en ai pas parlé, mais je vous en parle maintenant. Donc n'hésitez pas déjà, non, sur le site c'est pas encore ouvert, mais vous pouvez déjà mettre le lien dans vos favoris, mais surtout je vous mettrai le lien de son compte Instagram, du compte Instagram dédié à la marque, parce que je suppose que vous êtes déjà tous en train de suivre le compte Instagram Apprendre les bonnes manières. Je vous remettrai de toute façon tous les liens en barre d'infos. Vous aurez déjà un aperçu des premières robes et jupes. En tout cas jusqu'à présent c'est ce qui a été montré sur l'Instagram si je ne me trompe pas, donc vous pourrez voir déjà tout ça. C'est vraiment une super nouvelle que vous ayez d'autres propositions en termes de vêtements féminins, élégants, décents. On n'a pas forcément le même style avec Anna, donc c'est sûr que ça vous fait un peu plus de variété, de propositions, de différentes matières, gamme de prix, tissus, couleurs, etc. Enfin, ça c'est vraiment, pour vous, c'est vraiment une super nouvelle, pour moi aussi, hein, parce que je pense que je vais craquer aussi. J'ai pas acheté de vêtements depuis je ne sais pas combien d'années. Au moins 3 ans, je pense que j'ai rien acheté et c'est vrai que je pense que c'est peut-être une des seules marques qui est capable de me faire craquer. Donc voilà, vous aurez tous les liens en barre d'infos, mais en tout cas c'est une super nouvelle, donc je compte sur vous pour montrer plein de soutien à Anna et même si voilà, vous n'êtes pas forcément une femme, donc vous portez pas forcément de robe, ou alors si je sais pas, si le style ne vous plaît pas ou peu importe, mais en tout cas c'est vraiment super important de soutenir ce genre d'initiative, donc n'hésitez pas à aller vous abonner, à aller regarder, à faire un petit peu de trafic et de vues sous ces petites vidéos. En plus c'est vraiment des formats courts pour découvrir. Vous pouvez aussi aller sur sa chaîne YouTube, d'ailleurs je vous mettrai le lien, mais sur la chaîne YouTube il y a déjà eu plusieurs vidéos qui expliquent un petit peu le projet, ce à quoi vous attendre, et j'imagine que d'ici à ce que la chronique que je suis enregistrée sorte, il y aura encore d'autres informations qui seront sorties, donc n'hésitez pas vraiment à aller regarder ça. La deuxième chose positive que je voulais partager avec vous, c'est vraiment les derniers témoignages que j'ai reçus. Alors, j'en reçois vraiment tous les jours, j'en reçois beaucoup. Et en fait, ce qui est toujours très émouvant, déjà, c'est de voir que mon travail est utile. Et la deuxième chose, c'est de voir qu'il est utile pour plusieurs situations. Je m'explique. Là, par exemple, un des derniers témoignages que j'ai mis sur le livre d'or, c'était une femme qui disait qu'elle avait passé le cap des robes et des jupes, même avec 3 enfants en bas âge, donc comme quoi c'est vraiment possible, même à la maison, avec des petits, etc., d'être en jupe et en robe.
Et elle dit aussi qu'elle reçoit beaucoup de compliments de son mari depuis son changement vestimentaire, donc c'est vrai que c'est super. Une autre d'entre vous qui commentait, enfin qui m'a envoyé son témoignage en disant qu'elle justement c'était plus alors le côté décence, modestie, etc. Elle l'avait reçu plus ou moins dans son éducation, en tout cas c'était des choses qui étaient acquises, qui étaient évidentes, etc. Par contre ce qui lui manquait plus c'était le côté féminité, le côté élégance, tout ce qui était colorimétrie, morphologie, etc. Et donc elle dit qu'elle a un petit peu redécouvert sa féminité, tout simplement, sa beauté, le fait de mettre en valeur sa silhouette, de sentir bien dans ses vêtements, d'avoir un certain rayonnement. Donc ça c'est vraiment très touchant d'entendre tout ça. Récemment j'ai eu aussi plusieurs adolescentes qui ont commenté, qui ont envoyé leurs témoignages en disant que ça les aidait énormément. Donc il y a vraiment tous les âges, toutes les situations, des personnes qui n'avaient jamais entendu parler de tout ça, des personnes qui avaient déjà entendu mais il leur manquait tel ou tel aspect des choses. Donc vraiment merci infiniment pour tous vos témoignages. C'est super important que vous les envoyiez en fait parce qu'en fait ça encourage d'autres personnes. Il y a forcément des personnes qui vont se retrouver dans vos témoignages. Il y en a par exemple... ça va pas du tout leur parler parce que telle ou telle situation c'est vraiment trop éloigné de la leur, mais il y a toujours, vos témoignages sont tellement variés que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes, donc n'hésitez pas à les envoyer. Et puis pour celles qui nous écoutent donc et qui peut-être m'écoutent depuis pas très longtemps, vous pouvez retrouver les témoignages donc sur le livre d'or du blog, ce sera par écrit, également sur la chaîne YouTube, là où vous êtes actuellement, il y a une playlist sur ma chaîne qui s'intitule Entretien, et là voilà, ça permet d'approfondir un petit peu plus le parcours des unes et des autres, et à chaque fois c'est passionnant, donc n'hésitez vraiment pas à aller écouter tout cela. Je vous lis l'extrait dont je vous ai parlé juste en introduction. Il s'agit toujours du même livre, Les instruments de la perfection de Don Moléon, qui est principalement quand même axé sur la règle de Saint-Benoît, je vous l'avais déjà dit, et sur, là en l'occurrence ce sont les chapitres sur l'humilité. Et là il parle de quelque chose d'intéressant par rapport à nos résolutions, à nos valeurs, à ce que un petit peu la règle, alors là en l'occurrence c'est la règle monastique, mais là il étend un petit peu plus son propos par rapport à tout simplement la vie de la foi peut-être dans le monde dans lequel nous sommes. Et donc il dit, donc il faut un règlement, donc déjà qui est d'accord avec notre directeur spirituel, bon, un règlement adapté à leurs moyens, enfin aux moyens des fidèles quoi, à leurs moyens et à leurs occupations, auxquelles elles s'efforceront, je pense que c'était les âmes, le début de la phrase, elles s'efforceront d'être fidèles. Ces règlements doivent être souples. On les fera céder facilement devant les exigences de la charité ou de la vie sociale, mais on les maintiendra avec fermeté contre les sautes de la volonté propre. Et ça, je trouve ça intéressant parce que parfois c'est une question qui se pose notamment dans les bonnes manières, ou alors en matière vestimentaire ou autre. Dans les bonnes manières, j'en avais déjà parlé, mais par exemple, c'est très impoli de signaler à quelqu'un qu'il est impoli, qu'il ne respecte pas les bonnes manières. Ah, tu devrais pas faire comme ci, tu devrais faire comme ça. Quand tu reçois des gens, quand, je ne sais pas, dans telle ou telle situation, on ne fait jamais remarquer à quelqu'un son impolitesse, sauf dans des cas très particuliers, avec des personnes dont vous êtes proches, et il faut le faire d'une certaine manière. Ça, j'en ai déjà parlé. Mais c'est un petit peu la même chose pour nos valeurs, notre foi, etc. Enfin, je trouve que dans certaines situations, ça serait beaucoup plus préjudiciable par rapport à la foi, pour des personnes qui en sont très éloignées, ça serait beaucoup plus préjudiciable de leur parler d'une certaine façon, de leur imposer quelque chose, de leur dire bah non là t'as tort, nanana. Bon, bien sûr après la charité commande aussi de guider les gens vers le bien et vers la vérité, hein, ça c'est une évidence. Mais dans certains contextes, effectivement, il faut user de pincettes, il faut faire attention à ce que l'on va dire, à la façon dont on va se comporter, etc. Mais là, la distinction que j'ai beaucoup aimée dans cet extrait, c'est vraiment de dire que les règles doivent être souples, donc devant les exigences de la charité ou de la vie sociale, on pourra les faire céder facilement, mais on les maintiendra avec fermeté contre les sautes de la volonté propre. Et là où je trouve ça intéressant aussi, c'est justement ce deux poids, deux mesures, entre guillemets, enfin cet équilibre qu'il faut réussir à avoir dans le monde actuel. Je pense qu'on est parfois, je m'inclus dedans, hein, on est parfois justement trop nombreux à faire un peu passer sous couvert
justement de vie sociale, de souplesse, de flexibilité par rapport aux gens qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Sous couvert de tout cela, on va peut-être être trop flexible, se donner trop d'excuses, reculer un petit peu ou faire preuve de trop de respect humain, justement en soi-disant pour des contraintes sociales, alors qu'en fait il s'agit surtout de nous et on a du mal à rester exigeant face à nous-mêmes, donc on va prendre un petit peu la moindre petite excuse pour ne pas faire ce que l'on doit faire. Et c'est un peu la même chose aussi pour les vêtements, notamment par rapport à la féminité, à l'élégance, etc. Bien sûr, il y a des situations, je l'ai déjà dit très souvent, il y a des situations où il faut savoir s'adapter, il faut savoir porter un pantalon par exemple quand c'est nécessaire, ou être moins élégante, voilà, ça dépend vraiment de chaque situation. Mais il ne faut pas tomber dans le défaut, si on peut appeler ça un défaut, de finalement se trouver un petit peu des excuses tout le temps pour ne pas être féminine, élégante et décente, parce que dans ces cas-là, il y aura toujours une excuse. Je vous l'ai déjà raconté, moi, au tout début de ma transformation, entre guillemets, transformation vestimentaire. C'est vrai que le moindre prétexte était bon pour tout simplement remettre des pantalons, pas des pantalons, un pantalon que j'avais gardé au cas où dans ma garde-robe, que j'ai pas gardé très très longtemps dans ma garde-robe, je vous rassure. Aujourd'hui, j'en ai plus du tout. Mais c'est vrai que j'étais là, ah non, quand même. Il est 6h du matin, il faut que j'aille à tel métro. Non, ça sera vraiment plus sécurisé si je mets un pantalon. Or que, à l'heure actuelle, vraiment, dans le même quartier, le même horaire, etc., je mettrais une jupe ou une robe, mais sans même y penser et sans craindre un seul instant pour ma sécurité, quoi. Donc, je veux dire, c'était pas du tout une excuse justifiée ni quoi que ce soit. Et bon, je vous donne là un exemple personnel, mais vous voyez, je pense que ça peut s'appliquer un peu à toutes d'un certain niveau, que ce soit pour la tenue vestimentaire ou pour d'autres sujets. On va avoir tendance justement à, sous prétexte de relations sociales ou autres, se donner un petit peu des excuses. Mais non, alors, comme c'est bien rappelé dans cet extrait des instruments de la perfection, lorsque c'est pour lutter contre notre volonté propre, là pour le coup, il faut vraiment avoir du courage et être exigeant envers nous-mêmes et ne pas se donner d'excuses. C'était également dans le petit livre sur le vêtement qui est téléchargeable gratuitement en PDF dans la bibliographie du blog, le petit livret du père de Blinière et d'un autre abbé dont j'ai oublié le nom. Vous le retrouvez facilement dans la bibliographie. Le sens du vêtement, je crois. Et en fait, pareil, il dit, voilà, il faut évidemment du bon sens, faut s'adapter pour la sécurité, pour d'autres contextes sportifs ou autres. Bien sûr, faut s'adapter, mais sachant limiter ces occasions. Et ça, c'est vrai qu'on en avait déjà discuté aussi en conférence avec plusieurs d'entre vous par rapport au fait de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des activités, des choses qu'on devrait peut-être arrêter de faire, entre guillemets, si ce sont des situations dans lesquelles nous ne pouvons pas être féminines ou autres. Bon voilà, ça c'est encore un autre débat, c'est pour pousser encore un petit peu plus loin les choses. Oui, je sais qu'il y en a qui sont obligés, par exemple les infirmières qui ont un métier tout à fait féminin, mais certains hôpitaux en fait obligent à être en pantalon, la plupart en fait je pense. Et peut-être que d'un point de vue pratique, c'est ce qui est le plus logique. Donc je ne parle pas du tout de ça, mais voilà, il y a d'autres situations possibles dans lesquelles on pourrait avoir ce débat. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que ça peut s'appliquer à tous les domaines de notre vie où nous avons... c'est la nature humaine, hein, nous avons tendance à nous donner des excuses, à trouver des excuses, à les trouver parmi les autres aussi, c'est-à-dire non mais c'est pour pas déranger telle personne, c'est pour pas choquer, etc. Et en fait on en oublie finalement les exigences de la vérité, de la vraie charité, de la vertu, et nous en oublions parfois de lutter contre notre volonté propre. Donc j'espère que cet extrait vous encouragera et vous inspirera autant que ça a été le cas pour moi. Je vous remettrai le lien du livre en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je l'aime vraiment beaucoup, donc j'en lis en fait un petit chapitre tous les matins en ce moment. Et je trouve ça assez inspirant. Et il y a toujours de quoi méditer. Autre actualité positive, dis donc, on est dans une chronique positive aujourd'hui. Un article que l'une d'entre vous m'a envoyé, merci à elle. Voici pourquoi le temps que vous passez avec vos enfants est bien plus précieux que l'argent que vous gagnez.
Donc passer du temps avec ses enfants, ce n'est pas simplement rester assis dans la même pièce qu'eux, cela implique d'être pleinement présent et engagé pendant le temps que vous passez ensemble. Et en fait, tout l'article explique en quoi c'est important d'être avec ses enfants, que les enfants le demandent aussi, ils ont besoin d'être remarqués. Votre présence leur apporte confort et sécurité. C'est pas tellement le fait d'être vraiment collé à eux, mais le fait de savoir que vous êtes dans le même environnement qu'eux, dans la même maison par exemple, ça leur apporte tout cela. Le besoin de se sentir aimé, ils ont besoin de votre exemple, de votre contact physique. Là, je vous lis juste un petit peu les grandes lignes, les grands titres. Votre présence favorise de meilleures compétences en communication. Ils obtiennent de meilleures notes avec des parents présents. Votre présence favorise un meilleur comportement. Alors là, c'est des études. Ils donnent des extraits d'études. Les parents qui sont présents, plus impliqués, ont moins de problèmes à l'école, moins de problèmes avec l'alcool et d'autres substances, moins de problèmes de délinquance et sont généralement moins agressifs. Là, il donne un peu quelques astuces à la fin de l'article pour être plus présent. Je vous mettrai le lien de l'article en barre d'infos. Bon, ce sont des choses que l'on sait tous, en tout cas que moi je savais évidemment. C'est plutôt pour effectivement montrer quelque chose de positif et dire que c'est vraiment super qu'il y ait des articles qui sortent sur ces sujets-là. Alors, ce sont des évidences, nous sommes bien d'accord. J'allais dire, on est dans une époque où il semble important de rappeler des exigences, donc autant le faire. C'est très bien. Je sais pas si beaucoup de gens ont commenté cet article. De façon négative, j'en sais rien. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Je sais que quand moi je rappelle ce genre de choses, on me saute dessus, en fait. Quand j'ose rappeler qu'il est important que les parents passent du temps, notamment les mamans, en bas âge. Après, c'est un peu plus peut-être le papa aussi qui prend le relais, mais en bas âge, c'est souvent la maman. Non pas pour des questions de patriarcat oppresseur ou de sexisme, mais tout simplement, quand il est tout petit, l'enfant a davantage besoin de sa mère. C'est comme ça. Je dis bien tout petit. Je dis pas jusqu'à ses 15 ans, pas du tout. Après, évidemment, le rôle du père est très important et les deux rôles s'équilibrent justement entre le père et la mère, mais dans les premières années, c'est surtout la maman. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas besoin du père, mais c'est surtout la maman et c'est vrai que quand on le rappelle, même si c'est du bon sens, même s'il y a des études à l'appui, même tout ce qu'on veut, eh bien on se fait un petit peu lyncher, même dans les milieux catholiques bien sûr, qui commencent à être de plus en plus allergiques aussi à la vérité, aux évidences et au bon sens, malheureusement. Donc ça fait plaisir, c'est un article qui est paru dans Ouest France, donc vous voyez, c'est pas du tout... je sais pas, famille chrétienne, Aletheia, ni quoi que ce soit, c'est pas du tout catholique. Donc ça fait plaisir, et si ça peut aider certaines personnes à comprendre l'importance de cela et à rester davantage à la maison, eh bien, pourquoi pas, et tant mieux. Autre sujet que je voulais aborder aujourd'hui avec vous, c'est le sujet de la violence, de façon générale, des degrés dans le mal. Alors, j'avais l'idée de vous en parler, puis finalement... je m'étais dit non, je vais pas parler de cette actualité. Et le prêtre hier en sermon nous a reparlé. Alors, je sais pas s'il faisait allusion à cette actualité ou pas, mais je crois bien que oui. Et en plus, après, il parlait vraiment, enfin, c'était en relation, c'était vraiment les degrés dans le mal. Et il expliquait, il redisait à juste titre, enfin, c'est du bon sens, hein, mais il redisait qu'il y a des degrés dans le mal et que notre société semble l'oublier. Alors, un mal reste un mal, mais il y a des degrés dans le mal. Alors qu'est-ce qu'il disait comme exemple que j'essaye de me souvenir, mais je crois qu'il donnait l'exemple du vol. Il dit par exemple un vol à main armée est plus grave qu'un petit vol sans armes, sans rien. On va dire voler une pomme sur un étalage discrètement n'est pas du tout aussi grave que de pointer son arme sur quelqu'un pour lui voler son argent, etc. Et ça ne veut pas dire que le vol à l'étalage, tout simple, n'est pas mal, c'est mal aussi. Mais il faut savoir reconnaître qu'il y a un degré, que ça n'est pas la même gravité, tout simplement. C'est quelque chose que je reproche beaucoup aux féministes à l'heure actuelle, notamment sur le sujet des agressions sexuelles, qui est un sujet évidemment grave et important, mais je trouve qu'il y a une tendance à tout qualifier d'agression sexuelle, voire à tout qualifier de viol, alors que ça ne l'est pas forcément, ou alors à faire exprès d'employer le même mot pour des réalités qui sont complètement différentes. Donc maintenant, quand on va lire un article, alors vous me direz ce que vous en pensez, je prends des pincettes parce qu'après on va tu dis que c'est pas grave, pas du tout, j'ai bien dit
enfin, c'est mal de toute façon, mais il y a des degrés et il faut savoir le reconnaître également au niveau du traitement médiatique et de la peine encourue, si la justice appliquait des peines. Mais bon, ça c'est un autre débat. Mais c'est vrai que on qualifie aujourd'hui d'agression sexuelle, par exemple, quelqu'un qui va, un viol en réunion, par exemple, ou et avec violence, ou une main aux fesses dans le métro, vont être tous les deux qualifiés d'agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou de viol ou je ne sais quoi. Alors, je ne dis pas que certains gestes dans le métro ne soient pas déplacés et ne soient pas graves d'ailleurs et ne puissent pas être traumatisants. C'est pas parce qu'il n'y a pas une énorme violence ou quelque chose de très très grave qu'on n'est pas traumatisé, qu'on n'est pas gêné, que ça n'est pas normal. On est bien d'accord, ce sont des choses qui ne sont pas normales et qui et qui sont graves de toute façon. Mais ça n'empêche pas de mettre aussi d'établir quand même une échelle, une gravité dans les faits, de ne pas les traiter de la même façon. Ça ne veut pas dire qu'on ne lutte pas contre ces choses-là, parce que d'ailleurs, souvent c'est relié, dans le sens où les petites violences en entraînent des grandes, les petites agressions peuvent en entraîner des grandes. On ne va pas dire, bon, tant que c'est petit, tant que c'est pas grave, tant que ça ne dépasse pas tel échelon, ah bon, on s'en occupe pas, on n'en traite pas, on traite pas ça, on n'en parle pas, on n'accepte pas de plainte, que les gens déposent une plainte par exemple pour ça. Non, bien sûr, il faut déjà traiter les choses et évidemment déjà les condamner, même les plus petites, on est bien d'accord. Mais je trouve que ça porte plus préjudice qu'autre chose aux luttes féministes et notamment et de façon générale aux luttes contre les violences faites aux femmes, c'est que tout est mis sur le même pied d'égalité en fait, et ça je trouve ça extrêmement dommage. Et là vous avez certainement entendu parler de cette histoire de la gifle. Donc c'est un député La France Insoumise, je vous retrouve le nom, alors l'affaire Catenens, mais je sais pas quel est son prénom, donc qui a Adrien, voilà, je viens de le retrouver, qui reconnaît, enfin, j'allais dire qu'il a été reconnu coupable, mais c'est surtout lui, en fait, je crois, qui s'est dénoncé, enfin, qu'il a dit qu'il avait déjà giflé sa femme. Bon, évidemment, c'est pas bien, c'est condamnable, c'est tout ce que vous voulez, ça, il n'y a pas de souci, c'est clair. Bon, après, il y a un député La France Insoumise. Alors, je fais pas ici de politique, parce que je pense qu'effectivement, il y a aussi une histoire de politique, de tout ce monde un peu de magouille qui se soutient. Ah bah attends, vu que c'est quelqu'un de la gauche qui a dit ça, bah il y a toute la gauche qui dit non, mais ça va, une gifle, c'est pas grave. Moi, je ne parle vraiment pas du point de vue ni politique, ni du pourquoi, du comment, chacun prend la parole, etc. Mais il y a un député qui a, Manuel Bompard, que je connais pas du tout, hein, donc vraiment je suis pas là pour faire de la politique, qui a osé dire qu'en fait, alors attendez, je vais vous lire sa phrase exacte. Une gifle qui n'est pas acceptable n'est pas égale à un homme qui bat sa femme tous les jours. Et une gifle n'est pas égale à un homme qui est accusé de viol, etc. Bon. Et en fait, alors je pense que ce qui lui est reproché, c'est que quand il dit cela, c'est surtout pour un peu défendre et blanchir cet autre député qui a giflé sa femme. Et beaucoup de gens l'ont pris comme s'il minimisait et comme si il essayait de l'excuser, en quelque sorte. Bon, c'est pour ça que je vous ai dit, je rentrerai pas dans la politique. Et en fait, tout le monde lui tombe dessus parce que, justement, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire une échelle dans la gravité, en fait. Et effectivement, c'est pas du tout la même chose de gifler sa femme ou de la battre, ou qu'il y ait plus de violence, ou de la tuer, ou je ne sais pas quoi. Enfin, faut l'admettre. Mais c'est grave de gifler sa femme, je dis pas le contraire. Mais ça n'est pas la même gravité que d'autres choses. Alors évidemment, si lui, il l'utilise dans sa rhétorique pour excuser l'autre et pour dire « Ah, c'est bon, il y a des choses plus graves dans la vie », c'est comme si on disait à... bon voilà, c'est toutes les personnes qui essayent de faire un peu une échelle dans les souffrances ou qui se comparent les uns aux autres. Et effectivement, dans ces cas-là, on trouvera toujours plus grave. Et voilà, non, c'est bon. Si c'est dans le sens-là qu'il le fait, je suis bien d'accord. Non, évidemment, ça ne passe pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est quand même dans... Ça illustre bien mon propos de dire qu'aujourd'hui, tout est considéré comme ça. Et je voulais d'ailleurs vous parler... Sans savoir que j'allais parler de ces deux sujets-là, mais finalement qui se relient assez, j'étais tombée sur cette publication donc, de Simone Média. C'est l'interview d'une... alors Hélène Bidard, ils le disent au début, elle est...
adjointe à la mairie de Paris, si j'ai bien compris, j'espère que je me trompe pas. Et donc elle a sorti un outil qui s'appelle le violentomètre. Et elle dit, enfin l'interview commence, le petit extrait, le petit pitch, et elle dit non mais regarder dans le portable de sa copine, c'est déjà une forme de violence. Et en fait ça m'avait interpellée, c'était pour ça que j'avais juste vu ces premières secondes, donc j'avais voulu regarder un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et en fait elle a fait un outil donc qui passe du vert au orange au rouge avec plusieurs propositions pour mesurer la violence dans un couple. Elle dit, voilà, les jeunes n'ont pas toujours peut-être ce bon sens, ou c'est vrai que quand on est dans une relation, qu'on soit un homme ou une femme, on est parfois tellement impliqué qu'on a du mal à avoir du recul sur ce qui est normal ou sur ce qui est pas normal. Et donc elle montre des propositions qui sont soit complètement ok, soit attention, il faut que ça commence à t'alerter, soit non, c'est inacceptable. Voilà, limite, il faut que tu te sépares de cette personne. Et donc, il y a des choses telles que regarder dans le portable de sa copine, être jaloux en permanence, contrôler tes sorties, etc., etc. Bon, la limite que je trouve à cet outil, c'est qu'en fait, les situations sont tellement différentes. Mais bon, pourquoi pas, si ça peut être pédagogique, si ça peut apprendre à certaines femmes ou à certains hommes qui sont sous emprise en quelque sorte dans certaines relations de couple, hein, c'est vrai que parfois, ou même des relations d'amitié, hein, parfois on ne se rend pas compte qu'en fait certaines situations, réactions, jalousie, etc. ne sont pas normales. Mais ce que je veux dire, bon, ok, pourquoi pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi je pense qu'il y a beaucoup trop de limites à cet outil, mais peu importe. Tout ça pour dire que là encore, voilà, elle dit fouiller dans le portable de sa copine, c'est une forme de harcèlement moral et de violence. Ben, je sais pas, mais appeler ça de la violence, enfin, vous voyez, le combat contre la violence faite aux femmes, vous me dites fouiller dans un portable, en fait je trouve que ça décrédibilise un peu le combat. Je ne dis pas que c'est pas grave, mais encore une fois ça dépend du contexte. Enfin, fouiller dans le portable, je veux dire, il y a des couples qui ont tous les deux leur code PIN, etc., qui n'ont rien à se cacher. Enfin voilà, après si c'est fouiller pour regarder, pour espionner, pour je sais pas quoi, c'est pas sain, S-A-I-N comme relation. Est-ce que pour autant c'est de la violence? Ça dépend. Enfin, est-ce que c'est une fois le gars ou la fille à regarder dans le portable de l'autre? Vous voyez, ça dépend de tellement de choses que je trouve que c'est vraiment un raccourci de dire que de toute façon c'est de la violence. Et c'est un peu ça que je reproche au combat féministe à l'heure actuelle, c'est un peu de n'avoir aucune échelle de gravité, de distinction, de tout est agression, tout est harcèlement, tout est violence, tout est grave. Et encore une fois, je ne dis pas que, par exemple, contrôler les sorties de sa copine, je ne dis pas que, ah ok, c'est génial, c'est super, faut que dans tous les couples ça fonctionne comme ça. C'est pas ça que je dis pas que c'est génial ou que c'est normal, mais appeler ça une violence, bon, je ne sais pas, ou mettre ça sur le même plan de gravité que justement battre sa femme par exemple, bon, c'est un peu grave. Alors justement dans son outil, dans son violentomètre, le but c'est justement de mettre quand même une certaine échelle de gravité, donc sur le papier, j'allais dire pourquoi pas, mais je trouve que concrètement dans les faits, vous me direz comment vous le vivez, mais je trouve que tout ce qu'on voit ou tout ce qu'on entend dans les médias, le nombre de fois où j'ai vu des titres de journaux, d'articles complètement sur des agressions justement, mais qui étaient complètement alarmistes et horribles, et quand on lit on a l'impression vraiment que la fille elle s'est fait déchiqueter en morceaux, et quand on lit l'article on se rend compte qu'en fait c'est quelqu'un qui l'a effleuré dans le métro. Enfin bon, j'exagère un peu, je caricature, mais bon voilà, on a envie de se dire ça décrédibilise celles qui sont victimes de vraies violences, ou ça, je trouve ça décrédibilise un petit peu le combat. Donc c'est vraiment dommage, et ça montre un petit peu aussi à l'heure actuelle l'échelle de valeurs qui manque, et surtout le bon sens qui manque énormément également. Donc c'est bien dommage, mais vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve qu'en tout cas il est important de faire attention aux mots qui sont employés, et c'est là qu'on voit le pouvoir que ça peut avoir, et soyons vraiment attentifs à tout cela.
Dernière très rapide actualité pour aujourd'hui, je suis tombée sur ce post par rapport à Demi Lovato, pardon. Je vous en avais déjà parlé dans une ou deux chroniques, cette chanteuse Disney qui était toute mignonne, toute belle, toute innocente et qui en fait a été détruite par l'industrie de la musique, détruite par aussi le wokisme ambiant qui se considère comme fluide, qui a déjà changé plusieurs fois un petit peu de genre. La dernière fois on en avait parlé parce qu'elle était repassée de homme à femme. Bref, et quand on voit la photo et quand on voit ses propos, etc., enfin la fille elle est complètement en détresse, mais sur tous les plans psychologiques et compagnie, même psychiatriques je dirais. Et en fait ce sont des personnes que l'on n'aide pas. On est en train de dire à ces personnes tu fais ce que tu veux, quand tu veux, ce que tu ressens, c'est ça qui est important. Et là on le voit un petit peu poussé à l'extrême avec en plus évidemment un mélange d'argent, de drogue, d'industrie de la musique qui est très malsaine. Et bon, donc évidemment ça fait un cocktail explosif et c'est là qu'on se rend compte que certes c'est un peu poussé à l'extrême, mais je pense que c'est ce que vivent beaucoup d'enfants à qui on dit tu fais ce que tu veux, quand tu veux, comme tu veux, c'est ça qui te rendra heureux. Et en fait non, pas du tout, c'est pas ça qui rend les enfants, les adolescents et qui seront des adultes ensuite, c'est pas ça qui les rend heureux. Il faut leur mettre des limites, il faut qu'ils aient du bon sens, il faut qu'ils aient des repères. Et là on se rend compte, je sais pas quel âge elle a maintenant, mais elle doit avoir entre 25 et 30, peut-être la trentaine, et on se rend compte qu'elle est complètement perdue dans sa vie, qu'elle est malheureuse, ça va très certainement mal se terminer, soit par une overdose, soit par un suicide. C'est triste de dire ça, il faut prier pour ces personnes et qu'elles soient bien entourées, qu'elles trouvent des solutions pour s'en sortir, mais c'est ce que là où nous mène cette culture actuelle de tu fais ce que tu veux quand tu veux, même contre les lois de la nature. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à écouter le podcast que j'avais fait qui était un peu un résumé, une analyse du documentaire de Matt Walsh sur le qu'est-ce qu'une femme, et ce sujet-là il était beaucoup abordé, des enfants transgenres, etc. Et il y avait aussi, je vous avais donné la dernière fois un lien vers une vidéo de Valeurs Actuelles Plus sur ce sujet-là aussi, donc n'hésitez pas à les regarder. Et d'ailleurs mon podcast What a Woman avait été banni de YouTube pendant quelques temps, mais là il est revenu, donc vous pouvez l'écouter. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bon, cette petite actualité sur Demi Lovato, c'est plus pour vous montrer où ça nous mène et qu'on prenne conscience de tout cela, parce que je pense que les enjeux de tout ce qui est transgenre, etc., ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. On a l'impression que c'est tout beau, tout gentil, tout mignon, et en fait il y a une réalité derrière qui est horrible. On le voit dans le documentaire de Matt Walsh, on le voit dans ce qui est décrit dans la vidéo de VA+, aussi. N'hésitez pas vraiment à vous renseigner, à regarder, et que ça nous donne encore plus cette envie de quête de la vérité, et aussi de bon sens, tout simplement, de retrouver notre bon sens et de nous épanouir dans notre féminité, de la faire rayonner au quotidien, d'être contente d'être contente de ne pas être des hommes, c'est pas ça ce que je voulais dire, mais d'être contente quoi, d'être des femmes, d'être à notre place, d'être complémentaires avec les hommes. Et les hommes c'est pareil, que vous soyez heureux et contents et épanouis d'être des hommes et d'être complémentaires avec les femmes. Ne cherchons pas trop à défier les lois de la nature, et je pense que c'est en explorant plutôt sa féminité qu'en fait on va s'épanouir davantage. C'est pas la peine de se frustrer non plus dans des carcans, dans des caricatures de féminité. La féminité peut s'épanouir de bien des manières différentes, mais en tout cas dans le cadre de la féminité, entre guillemets, dans le cadre légal, n'est-ce pas? Non, dans le cadre du bon sens tout simplement. Voilà, j'espère que cette chronique d'actualité vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à analyser avec moi, compléter ce que j'ai dit, etc. Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Et en attendant, eh bien, continuez de réfléchir, de garder votre bon sens et de continuer votre quête de la vérité et surtout de la sainteté. À bientôt!